Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba. Merci de nous retrouver sur cette émission dont le but est de vous informer sur Ebola. Vous avez des questions, des inquiétudes sur Ebola et vous cherchez des réponses. Appelez-nous ou envoyez un SMS au 624 19 78 64. Nous nous intéressons aujourd'hui à la morgue de Donka où des familles endeuillées mettent du temps à attendre les résultats des tests Ebola. Nous en parlons après les infos avec Sidik Bekondé. Bonjour Koka, bonjour à tous. Le Bénin a reçu 420 millions de francs CFA du Japon pour le renforcement de son plan de préparation et de riposte à Ebola. Bien que ce pays ne soit pas encore touché par cette maladie, le gouvernement japonais pense que le risque de son extension reste réel, d'où cet appui. Ce projet prévoit donc la formation des agents de santé sur la prise en charge et le transport des malades d'Ebola. MSF a ouvert un nouveau CTE à Kankan. Ce centre va servir à améliorer la prise en charge des malades dans cette région. Joint au téléphone, le directeur préfectoral de la santé s'est dit très satisfait. Asmaou Diallo. Le centre de traitement Ebola de Kankan a été construit dans le quartier de Dalako. Khalifa Bangoura, le directeur régional de la santé de Kankan. Ça rapproche pour nous la prise en charge des malades. S'il y a un cas suspect, on peut le prendre en charge sur place. C'est une très bonne impression pour moi. Ça réduit un peu le coût pour le malade sur le plan de sa propre vie, parce que les malades qui quittaient ici, qui arrivaient à Guikidou à l'époque, l'état de la route était très mauvais. C'est pas facile pour les malades de tenir. Au début octobre, la région de Kankan avait enregistré plusieurs cas d'Ebola. En date d'aujourd'hui, il y a 0 cas confirmés à Kankan. Kankan a connu des cas d'Ebola. La première en date est apparue le 6 octobre 2014. Il y avait pratiquement 29 cas confirmés, 20 décès et 9 sorties guéries. Pour Sigiri, il y a aussi 31 cas confirmés, il y a eu 15 décès et 9 qui sont sortis guéris. Kouroussa, il y a eu effectivement là-bas aussi 18 cas confirmés et 11 décès et 7 sont sortis guéris. À la date d'aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. Notre région est indienne. Donc notre position maintenant, là, c'est que nous renforçons la vigilance à travers les comités villageois de veille, les superviseurs de proximité. Parce que le dernier cas de Kankan est apparu au mois de mars. C'est venu de Mafreya. Un malade a quitté pour venir mourir auprès de son enfant Lero. Donc c'est les derniers contacts là qui sont sortis. Ils sont sortis le 16 avril. Asmaou Diallo, Ebola Chrono, Conakry. Les équipes de lutte contre le virus Ebola sont pluridisciplinaires. On y retrouve des épidémiologistes, des laborantins, des hygiénistes et des spécialistes de toute nature. Parmi ces acteurs de la riposte figurent aussi des anthropologues dont le rôle est méconnu. C'est un reportage de Mohamed Koma. En Guinée, dès l'apparition de la maladie à virus Ebola, les autorités sanitaires ont compris la nécessité de mobiliser une équipe de socio-anthropologues. Composée d'étrangers et de Guinéens, la principale mission de ces spécialistes est déterminante dans la lutte contre Ebola. Fatoumata Kouyaté en est une. Avec l'avènement de la maladie Ebola, la chose a été beaucoup biomédicalisée, ce qui avait suscité beaucoup de problèmes entre la communauté et les intervenants sur le terrain. Ce facteur, on a jugé nécessaire d'impliquer des gens qui pourront mieux connaître les problèmes auxquels la communauté est confrontée ici. C'est dans ce cadre maintenant ils ont fait appel aux socio-anthropologues qui sont amenés les médecins de la société. Nous essayons de descendre dans cette communauté, se confondre à cette communauté, essayer de comprendre où sont les vrais problèmes, comment ils conçoivent la venue de la maladie. C'est pourquoi la revenue des socio-anthropologues. Pour l'anthropologue, les gens ont peur d'être stigmatisés s'ils adhèrent à la lutte contre Ebola. À nouveau, Fatoumata Kouyaté. Les gens veulent bien adhérer et aider à combattre la maladie. Mais la communauté a peur de quoi? L'idée de mourir. Cette maladie, ce qui gagne, c'est l'idée de mourir. Aussi, le fait d'être stigmatisé, c'est-à-dire la relation qui lie l'individu à son milieu social est beaucoup plus fragilisée, c'est plus tendu. Donc ce sont ces petits aspects-là que l'on néglige et qu'il faut beaucoup analyser, trouver une autre stratégie, mener les gens à comprendre. En rappel, les anthropologues ont précisément pour mission de jouer un rôle d'éducateur, de médiateur et de facilitateur auprès de la population afin de permettre une mise en œuvre mieux adaptée du plan de riposte. Mohamed Koma, Ebola Chrono, Conakry. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba.
Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour. Comment peut-on savoir que le virus Ebola est dans le sang d'une personne? Ah voilà, ça c'est une question très intéressante parce que puisqu'on a dit que le virus, on ne peut le voir qu'avec un microscope électronique qui se trouve dans les grands centres de recherche, alors les gens me disent, mais alors comment dans les centres de traitement Ebola, puisque c'est là-bas qu'on fait le test pour le virus Ebola, il n'y a que là-bas pour l'instant que nous avons le test, qu'est-ce qu'ils testent? Qu'est-ce qu'ils voient? Puisqu'ils n'ont pas, eux, de microscope électronique. Donc, ce qu'on voit, on a un test pour savoir s'il y a Ebola dans le sang, mais on ne va pas voir le virus parce qu'on n'a pas de microscope électronique. Ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il y a le matériel génétique du virus. Alors, le matériel génétique, c'est quoi? Ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur du virus, mais que seulement le virus Ebola a. C'est-à-dire que il y a le test qu'on a, c'est un test qui, dès que dans le sang, on voit l'intérieur du virus Ebola, on le reconnaît parce que il y a un système qui fait changer la couleur du test. Alors, je vais mieux expliquer ça. On prend le sang d'une personne et on met une substance dans ce sang. Si la substance change de couleur, ça veut dire qu'elle a été en contact avec quelque chose qui est à l'intérieur du virus Ebola. Si la substance ne change pas de couleur, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du virus Ebola n'est pas dans le sang. Donc, c'est pas très facile à expliquer, mais c'est vraiment, on prend le sang, on met une substance qui ne réagit que si l'intérieur du virus Ebola existe. Et elle ne réagit pas si l'intérieur du virus Ebola n'existe pas. Et elle va changer de couleur. Et donc, quand on voit qu'elle a changé de couleur, on sait que l'intérieur du virus Ebola est bien dans le sang. Témoignage des personnes guéries d'Ebola. Valentin fait partie des premières personnes à contracter le virus Ebola. Il témoigne au micro de Asmao Diallo. Je suis allé pour les obsèques après avoir présenté les condoléances aux parents que ma jumelle a été infectée de cette maladie. J'ai voulu l'admettre dans une clinique pour les soins. Hélas, ça n'a pas été le cas. Le fait qu'il n'y avait de disponibilité qu'au niveau de l'hôpital central et où étaient déjà admis des personnes contacts suspectes et des malades d'Ebola. Donc par crainte qu'elle puisse rendre l'âme, c'est l'une des raisons qui m'avait poussé, n'est-ce pas, à refuser de l'admettre à l'hôpital. Valentine a rendu l'âme le 8 septembre à partir de 13h05. Et comme elle était décédée dans mes bras, ma prétendante, paix à son âme, Hélène m'avait dit, Valentin, ta maman est décédée de cette maladie ainsi que ta jumelle. Nous courons un risque. Il est mieux que nous allions nous faire visiter au centre de prise en charge de Massanta pour que si la maladie n'est pas confirmée, là que nous soyons quittes. Le cas contraire, qu'on soit soumis à un traitement. Donc j'ai vu que c'était nécessaire pour ne pas perdre toute la progéniture en même temps. J'ai accepté. Durant 2 semaines, nous avons reçu des soins intensifs de la part des médecins en combinaison de Médecins sans frontières et du ministère de la Santé publique. Qu'est-ce que vous appelez soins intensifs? Les soins intensifs, chaque jour à partir de 5h30, 6h, on avait des médecins qui venaient. Il y a 3 groupes. Un premier groupe vient pour un nettoyage, un second groupe vient pour une consultation. Et le 3e groupe qui vient, c'est pour administrer les produits. Et ça, c'est ininterrompu. Donc, ils étaient là à nos côtés. Ça, il faut être reconnaissant. Durant les 2 semaines, j'ai vécu un moment de ma vie auquel je ne pourrais même pas donner une qualification. Parce que dans le centre de traitement d'Ebola, c'est un univers à part. Chaque jour que Dieu fait, on te sort un corps. Jusqu'à ce que, ce 24 septembre, à 5h, que 2 médecins viennent devant moi pour me dire mes condoléances à la suite de la mort de ma fille, Valérie. 2 jours après, le 26, ma femme, elle aussi, rendit l'âme. Alors j'avais tout perdu. À ma grande surprise, c'est à cette même date qu'on me présente mon attestation de guérison, qu'ils appellent là-bas le certificat de décharge. Au total, j'ai perdu 7 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un regret? Quelque part, je sens cette culpabilité-là en moi. Parce que les parents ne cessaient de m'appeler, malgré que j'étais avec Valentine quand elle était malade. Si j'avais compris en ce moment qu'en présentant Valentine à la Croix-Rouge, elle serait sauvée, je l'aurais fait. C'est le plus grand regret que j'ai aujourd'hui. Parce que je ne vais pas vous mentir, il n'y avait pas de personne sur cette terre aussi chère pour moi
que ma sœur jumelle Valentine. Je l'aimais à mourir. Malheureusement, j'ai été entêté et voilà ce qui a fait qu'elle m'a quitté. Elle est décédée. Donc je suis dans ce plus grand regret. Ça, je le regrette. S'il y avait une possibilité de la ramener à la vie, je le ferai. Depuis que l'urgence sanitaire renforcée a été décrétée par le président de la République, tous les décès communautaires doivent obligatoirement être soumis à un test Ebola et inhumés lors d'enterrements sécurisés. Cette directive de la Coordination nationale de riposte à Ebola crée du mécontentement chez les parents des défunts et impossible à gérer selon le docteur Amadou Chérif, médecin-chef de la morgue de Donka. Reportage Alexis Collier. Depuis une semaine, des militaires sont postés à l'entrée de la morgue de Donka. Il est 12 heures. Dans l'enceinte de la morgue, la colère gronde. Une trentaine de personnes s'impatientent. Elles sont venues retirer les corps de leurs défunts et les résultats des tests Ebola obligatoires tardent à venir. Le prélèvement a été fait à 9h. Jusqu'à présent, nous sommes en attente. C'est tellement lent. On ne peut pas passer tout au long de la journée ici. C'est fatigant. Le corps est décédé environ de 12 heures. Ils nous ont dit qu'il faudrait des examens d'abord. Et ils nous ont programmé que c'est demain à 14 heures que nous serons en disposition de notre corps. Le docteur Mamadou Chérif Diallo, médecin-chef de la morgue de Donka, comprend leur frustration. J'avoue que ce n'est pas une gestion qui est facile. Avant-hier et hier, ça criait à la morgue parce qu'on avait des retards. Vous avez même dû remarquer, si vous avez fait un passage à la morgue, qu'on a maintenant un contingent de militaires. Ce qu'on nous a demandé, c'est de procéder au prélèvement de tous les corps qui passent par la morgue. Et à ce niveau, il y a quelques problèmes. Les gens veulent avoir leur corps tout de suite, faire le deuil et l'enterrer. Et lorsqu'on leur dit il faut prélever, il faut attendre les résultats, il faut sécuriser l'enterrement, ils sont très réticents. À titre d'exemple, la dépouille d'un jeune footballeur mort à l'hôpital a été testée négatif à Ebola. Lorsque sa famille est venue à la morgue pour retirer le corps afin de procéder à un enterrement communautaire, cela lui a été refusé. La morgue avait reçu ordre de procéder à un enterrement sécurisé, ce qui a provoqué la colère de la famille. Le docteur Diallo a donc décidé de ne pas appliquer cette mesure. La coordination nous a demandé, que ce soit négatif ou positif, de sécuriser l'enterrement de tous les cas de décès, ce que les parents n'ont pas accepté. On a essayé ça sur le terrain, mais ça a posé d'énormes problèmes. Parce que quand c'est négatif, les parents sont complètement sourds à toute idée. Pratiquement, on n'a pas pu gérer cet aspect. Donc, à l'heure où je vous parle, quand c'est négatif, on rend à la famille. Quand c'est positif, on informe la Croix-Rouge qui vient sécuriser l'enterrement. Le docteur Diallo espère que cette décision satisfera les familles des défunts et les encouragera à consentir au test de dépistage Ebola obligatoire. D'autant plus qu'il estime que le nombre de cas d'Ebola répertoriés à la morgue est en baisse. Avant, on pouvait avoir 4 à 5 cas dans la semaine. Depuis le début du mois d'avril, on a eu un cas. J'ai le listing, négatif. En tout cas, la différence, elle est nette. Ça fait 4 à 5 jours, on n'a pas de cas positifs. Tout est négatif. La tendance est à la baisse. C'est encourageant. En ce qui a trait au résultat des tests Ebola, il faut compter 4 heures après le prélèvement. C'est-à-dire, si le corps est à la morgue tôt le matin et que le test est négatif, la famille peut le récupérer vers 13 heures et procéder à l'enterrement communautaire. Si le corps arrive à la morgue en après-midi, il faut attendre le lendemain pour avoir les résultats, puisque de toute façon, les enterrements sont interdits après 18 heures. Alexis Collier, Ebola Chrono, Conakry. Ebola Chrono, c'est tous les matins sur la RTG lors des synergies et des radios rurales et sur YouTube. Nous marquons une pause en musique avec Doudou qui nous chante Ebola et juste après vous aurez le message du jour. Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton. C'est bien réel que ce fléau existe, tu vois. C'est vraiment une pandémie qui est en train de ravager partout. Et que Dieu fasse que ce fléau quitte le pays parce que ça a vraiment
endommagé franchement le pays et dans tous les secteurs, tu vois. Je dirais franchement à tous les Guinéens de prendre des précautions par rapport à ce fléau, parce que nous, par exemple, ça nous a calé, on vit de la musique et depuis un bout de temps, on vit plus, tu vois. Et pourtant, nous aussi, on a de la famille. Toi qui écoutes vraiment mes chansons, toi qui as confiance en ce que je fais, il faut vraiment essayer de croire que ça existe et ça a beaucoup tué, ça a beaucoup fatigué le pays. Donc, essaye de prendre des précautions toi aussi. Franchement, ça existe. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. La rapidité et l'efficacité des tests Ebola sont d'une grande importance dans la riposte à l'épidémie. Asmaou Diallo a rencontré le docteur Ousmane Faye. Il dirige actuellement les laboratoires mobiles permettant de faire le diagnostic Ebola en Guinée. Laboratoire mobile au jour d'aujourd'hui, et si ma mémoire est exacte, il y en a au moins 3. Donc il y a notre laboratoire, il y a le laboratoire de Guékédou maintenant qui est transféré à Koya. Il y a un laboratoire à Kaplan. Maintenant, en fait, je pense qu'il y avait un laboratoire à Zérékoré, mais je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ces 3-là, c'est sûr qu'ils sont actuellement fonctionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de citoyens qui connaissent qu'est-ce qu'un laboratoire mobile. Est-ce qu'il y a une précision que vous pouvez donner là-dessus? Donc, mobile, ce qui peut se déplacer. Là, vous voyez qu'on est venu ici avec une voiture. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on peut faire un test n'importe où. On a une philosophie par rapport au laboratoire mobile. On est dans un contexte africain. Et souvent, ce qui se passe, il y a des problèmes au niveau de l'électricité, au niveau des infrastructures, etc. Il faut avoir une autonomie de tout ça. Donc, nous, on travaille souvent avec des batteries solaires, on travaille avec des groupes électrogènes qui nous permettent d'avoir une certaine indépendance. Au jour d'aujourd'hui, on peut se mettre dans la cour pour faire un diagnostic. Pour moi, c'est ça un laboratoire mobile. Tu peux te mettre n'importe où, poser un diagnostic clair. De quoi sont-ils composés? Ils sont composés d'une équipe en dehors, nous, de notre laboratoire, où plus on travaille avec un personnel des Guinéens. Les autres, c'est plus des expatriés. Donc, en fait, il y a toute la batterie pour faire le diagnostic parce que vous savez que Ebola, c'est un virus très, très, très dangereux. Et donc, il faut déjà un dispositif par rapport aux mesures de sécurité pour traiter l'échantillon en amont. Après, il y a des appareils qu'on utilise. Donc, en fait, la technique qu'on utilise le plus usitée, c'est la PCR à temps réel. Classiquement, en fait, il fait une PCR au bout de 3 heures, 4 heures de temps. Ça dépend en tout cas des techniques qu'on utilise. Maintenant, actuellement, la tendance est plus de mettre des techniques qui donnent un résultat le plus rapidement. On a évalué un certain nombre d'appareils, donc il y a un actuellement qu'on utilise à Matoto et pour lequel en tout cas le résultat peut être donné au plus tard dans les 30 minutes après réception du prélèvement. Et donc je pense que c'est très important par rapport aux décès communautaires qui se passent parce que souvent les gens ont rapidement besoin du résultat pour savoir en tout cas quelle est l'issue par rapport à ça. Mais nous sommes aujourd'hui à Forêt-Karia, c'est la préfecture reconnue comme l'épicentre de l'épidémie Ebola. Est-ce que cet appareil-là se trouve ici aussi à Forêt-Karia? Actuellement, cet appareil ne se trouve pas à Forêt-Karia, mais il y a un autre appareil qu'on a amené également qui a été développé par les Japonais, et donc pour lequel qui fait une PCR également rapide en 30 minutes. Au jour d'aujourd'hui, on a cet appareil dans la voiture mobile et donc on est capable en tout cas de donner un diagnostic rapide. Mais en fait, en plus de ça, l'OMS a ses exigences par rapport aux tests qui sont développés et qui sont effectués pour la confirmation. L'OMS reconnaît pour le moment la PCR temps réel classique qui effectivement on a également cette machine. Donc pour aller vite, on fait ces tests, on peut donner le résultat, mais on est obligé de confirmer par le test conventionnel. Au jour d'aujourd'hui, ici, on a une capacité de tester au moins 50 échantillons par jour. Si c'était à Conakry, on pouvait aller plus. On pouvait aller jusqu'à 150 échantillons par jour parce qu'il y a plusieurs appareils là-bas. Depuis l'arrivée de ces laboratoires mobiles, est-ce que vous avez remarqué un changement au sein de l'adoption de la population par rapport à l'apport des échantillons? Oui, bon, en fait, les échos que j'ai eus de Matoto, je pense que les gens, ils apprécient bien, en tout cas, la rapidité avec laquelle les résultats sont donnés. Mais toujours est-il qu'il y a toujours une demande très forte par rapport à la population. Ils veulent souvent, quand le tube arrive, donc c'est tout de suite le résultat. On veut bien avoir cette technologie, mais on ne l'a pas au jour d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va y arriver. On est à 30 minutes pour le moment. Avant, on était à 3-4 heures de temps. Maintenant, on a réduit jusqu'à 31 heures de temps. Je pense que déjà, c'est déjà bien. Maintenant, en fait, comment la population apprécie? Mais je pense qu'il faut plus informer la population de l'existence de ces outils. Mais en fait, je pense que c'est peut-être pas l'élément moteur. L'élément moteur, c'est par exemple quand il y a encore que les gens acceptent quand même l'enterrement sécurisé, quel que soit le résultat.
C'est fini pour Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous appeler au 624 19 78 64. Posez vos questions par message vocal ou par SMS. La rédaction en chef est assurée par Afi Wamata, à la technique Mamadou Kone et sur micro Korkaba. Merci à tous pour votre fidélité.